Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, metaverse, Web3 is literally eating the world, and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Pirates Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. I'll give the mic to Web3 builders, founders, and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion, and community-driven insight. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Pirates. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Julien Romont. Comment vas-tu, Julien? Ça va bien, merci Bilal de m'accueillir sur ce podcast. Je t'en prie. Ça fait un moment en plus que je te voulais, et désolé de ne pas avoir pu le faire avant. Puisque c'est l'entrepreneuriat, je vais vite sucked in dans des sujets. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que je vous ai toujours beaucoup apprécié, toi et tes cofondateurs, parce que, et on va le développer dans le podcast, mais j'adore la manière dont vous avez réussi à avoir le bon positionnement entre l'expérience utilisateur qui fit la cible que vous voulez toucher. L'idée là-dessus, c'était de se poser la question de quelle niche par laquelle tu commences à aborder le marché. Il y a plein de livres là-dessus, je pense que tu les as tous lus, savoir comment est-ce que tu t'attaques ta cible. Nous, on a choisi les CGP de par plusieurs raisons que je pense qu'on va pouvoir continuer d'aborder dans ce podcast. Mais c'était de commencer par ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de l'intermédiation avec donc les gestionnaires de patrimoine, CGP en français. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé et on continue de rester complètement intermédiaire B2B. On n'a pas de vocation à être B2C, mais d'augmenter les services qu'on peut proposer à cette clientèle. Parce qu'en fait, tu as aussi la vision de dire j'ai envie d'attaquer entre guillemets une cible qui comprend ce que je fais quand tu fais un peu de la crypto ou du Web3. Mais en fait, vous avez vraiment été arrêté à la réponse stricto sensu de où est l'argent et vous êtes allé le chercher. C'est sûr qu'il y a un écart qui est assez important entre les gens qui détiennent des actions en direct, les gens qui détiennent des actions dans par exemple des mandats de gestion ou dans des fonds d'investissement. Et donc tu vois qu'en crypto, il y a maintenant les derniers rapports, on est entre 9 et 12% des Français qui détiennent de la crypto. Les actions, c'est à peu près 7,6%, quelque chose comme ça. Dernier rapport de l'AMF, novembre 23. Donc ça fait que tu as plus de gens en termes de nombre qui détiennent de la crypto que de Français qui détiennent des actions. Ça ne veut pas dire qu'ils en détiennent plus en termes de valeur, mais du coup, il y a un écart, il y a une incohérence de situation là-dessus. Vous se dire, en fait, il y a plein de gens qui veulent détenir la crypto, mais qui n'y arrivent pas. Et la meilleure cible pour ça, c'est les gestionnaires de patrimoine, parce qu'ils détiennent le patrimoine de leurs clients. Donc, comme tu l'as dit, c'est là où il y a l'argent, mais c'est aussi une classe de personnes qui n'avaient pas accès autrement. Et donc ça, c'est vraiment notre mission, de pouvoir leur donner accès, simplifier et le démocratiser avec des CSP+, en anglais High Net Worth Individuals, donc des personnes avec un patrimoine de plus de 100 000 euros financiers, sur lesquels on va pouvoir faire un peu de diversification de leur patrimoine. Encore une fois, le positionnement est très bon. On a tendance à toujours trop vouloir ubériser, automatiser, softwareiser, mais in fine, il y a certaines typologies de personnes à qui il faut pas les prendre par les mains, mais leur fournir un conseil un peu plus avisé, parce qu'ils ont aussi plus d'argent à déployer et que si tu avais 1000 balles à mettre sur du très... Le cas un peu marrant qu'on a pu rencontrer, par exemple, c'était une société qui voulait mettre 100 000 euros et acheter du Bitcoin sur Binance avec sa société. Il s'est créé un compte en personne physique. Ensuite, il a envoyé des fonds avec les comptes de sa société bloqués, forcément. Donc, en fait, c'est des gens qui n'arrivent pas, qui n'ont jamais vraiment ouvert de compte à leur nom dans le passé, ou alors quand ils l'ont fait, c'est vraiment anecdotique. Et donc là, ils se retrouvent à vouloir acheter un actif où en fait, ils l'ont jamais vraiment fait sur les autres, où ils ont toujours été accompagnés. Mais pourquoi ils ont été bloqués en l'occurrence là? Parce que tu peux pas ouvrir un compte personne physique, donc investisseur lambda, et verser avec les comptes d'une autre société. Donc Binance va checker et dire pourquoi est-ce que vous avez envoyé soit identique, ouais. Et du coup c'est des choses sur lesquelles nous ça n'arrive pas, parce qu'on accompagne les clients dans leur souscription pour limiter, les accompagner tout au long de leur investissement. Ok. Bon, on est un peu parti en On va revenir, ouais. On remonte un petit peu le temps. Moi j'aime bien aussi remonter à l'enfance, ou plutôt moi personnellement je considère que j'ai une bonne enfance, et aussi marquante. J'ai rencontré plein de gens qui je trouve ont structuré un petit peu ma pensée. J'aime bien savoir un petit peu avec les gens avec qui j'échange qui sont un petit peu ces rôles modèles qu'ils ont eus,
Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits qui les a amenés à faire ce qu'ils sont aujourd'hui? Ouais, bah, moi c'est un peu cliché, mais j'ai deux parents entrepreneurs, donc un en gestion de patrimoine, expertise comptable, et la deuxième en agent immobilier. Donc ma mère est agent immobilier, mon père est expert comptable aujourd'hui. Donc on a une culture du travail dans laquelle j'ai grandi, qui m'a permis de vraiment focaliser sur des objectifs et toujours achieve, aller au bout de ce que je voulais faire. Ça c'est un peu, on va dire, plus normal et souvent similaire dans les profils d'entrepreneurs. Après, j'ai décidé, moi je suis alsacien de base, donc après mon bac, je suis parti directement à Paris en prépa. Et c'est là où j'ai rencontré, enfin, je me suis vraiment heurté à la difficulté ou à me dire qu'avant tout était simple. Quand tu fais un bac S classique, tu te dis, bon, ben, c'est bon, je vais réussir. Tu arrives en prépa, tu te prends une claque. C'est assez violent et je pensais qu'être toujours le meilleur, entre guillemets, t'arrives à forcément des gens qui sont mieux que toi. Et c'est les profs, hein, globalement, mon prof de maths, je me rappelle monsieur Robillard en deuxième année, qui disait en fait, vous savez pas lire. Donc un prof de maths qui te dit tu sais pas lire, c'est qu'en fait, souvent, la réponse est dans la question d'un énoncé de maths, mais aussi dans la philo, dans n'importe quoi. Et c'est souvent, et je trouve que c'est une valeur, ou enfin en tout cas un raisonnement, que tu peux retrouver dans beaucoup de situations, tu dois le voir aussi, c'est que lorsque quelqu'un vient vers toi avec un problème, souvent la réponse à ce problème est dans la formulation, en tout cas dans une manière de trouver comment est-ce que je peux passer à côté ou éviter ce problème pour trouver une solution rapide et qui fonctionne. Et les mathématiques, j'ai aussi un master en mathématiques du coup appliqué à côté, c'est vraiment ça l'idée du processus de pensée. Je pense qu'il s'applique à la vie d'un entrepreneur. Et donc peut-être que toi, tu as eu des schémas un peu pareils, mais... Oui, non, je vois un petit peu ce que tu veux dire. En fait, déjà, de manière générale, on a souvent tendance à surcomplexifier la chose. Et encore une fois, en fait, quand tu as la réponse, c'est simple. Mais quand tu ne l'as pas, c'est difficile de savoir. Mais en effet, en essayant de rationaliser à chaque fois la chose, on est censé minimiser les risques. Mais c'est marrant, moi aussi, c'était un de mes profs de maths qui m'a beaucoup marqué. En fait, avant, je n'aimais pas les maths. Et à partir de ce prof, ouais. mince, comment il s'appelait? J'ai oublié son prénom, je le salue. Ouais, j'ai dû m'en rappeler du fond de ma pensée, mon petit Robin. Mais ouais, c'est grâce à lui que j'ai beaucoup aimé les maths et au final, j'ai une carrière scientifique. Mais bon, anyway. Après la prépa, il y a eu d'autres personnes, ou tes parents. D'ailleurs, avec tes parents qui étaient entrepreneurs, est-ce qu'ils ont eu des moments difficiles? Moi, quand je venais de naître, c'était le moment où mon père il cherche à devenir associé dans son cabinet d'expertise comptable, qui maintenant dirige et est majoritaire, donc il a tout absorbé entre guillemets. Et à ce moment-là, c'était assez difficile parce qu'il travaillait des 70, 80, 90 heures pour montrer ce qu'il savait faire pour un SMIC. Et du coup, moi, je m'en souviens pas, mais ma mère me raconte que c'était des moments très difficiles parce qu'on n'avait rien entre guillemets. C'était le moment où il fallait tout donner. Pour montrer qu'on était capable, et ensuite c'est toujours plus simple une fois qu'on a démontré. Et c'était ces 2-3 ans à ma naissance qui ont fait que je vois qu'il est résilient, je vois qu'il y a des choses qui m'a inculqué, qui sont super fortes, donc persévérer, aller au bout des choses et savoir ce qu'on veut et surtout finir les choses quoi. Et quoi, 25, 30 ans maintenant ça fait 29 ans, ouais. 29 ans qu'il est partenaire. Et maintenant, il a monté plein de structures et ça a bien grossi. Peut-être bientôt l'âge de la retraite, mais ça, je le laisse à lui de choisir quand il arrête. Je lui souhaite d'apprécier sa retraite. Retournons un petit peu maintenant sur Tidvest. Raconte-moi un petit peu les origines et qu'est-ce que tu faisais avant Tidvest? Ouais, j'étais banquier chez UBS. Tu as quitté UBS pour faire de la crypto? Ouais, alors que UBS est pas forcément l'acteur le plus penché sur la crypto aujourd'hui. Peut-être que ça va changer. Mais ouais, j'ai quitté UBS pour lancer en crypto parce que j'étais banquier d'affaires, donc fusion-acquisition, donc des grandes sociétés, donc des sociétés qui valent plus de 500 millions d'euros. Donc on fait l'achat d'une par l'autre, fusion, introduction en bourse. Et donc j'ai quitté ça parce que
ça m'avait appris déjà beaucoup de choses, la construction de BP notamment, mais non, mais pour être plus sérieux, la persévérance, je l'ai retrouvée dans ce métier-là. C'est très exigeant. Ouais, et du coup, de faire des présentations, expliquer comment ça fonctionne, faire des modèles complexes. Et en fait, j'ai vu que j'étais allé un peu au bout. Je me voyais pas monter dans ces échelons, ça m'intéressait pas. Et j'ai toujours voulu monter une boîte. Je cherchais juste le déclic, en fait, ce qui permettait de dire, là, c'est l'idée qu'il faut poursuivre. Et j'ai vu que dans le marché des gestionnaires de patrimoine, family officers, banquiers privés, il n'y avait aucune solution par rapport aux investissements en crypto. D'où l'idée avec mon premier cofondateur de lancer cette offre, et du coup les autres cofondateurs nous ont rejoints après. Non, mais c'était assez osé, mais en même temps je me souviens quand on s'est rencontrés il y a quoi, 2 ans 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, en fait j'étais tout de suite choqué en me disant, comme je disais tout à l'heure, en fait quand tu as la réponse sous les yeux, tu te dis mais oui, en fait c'est ça. Ouais. Et puis d'autant plus que vous aviez des profils qui apportaient beaucoup de légitimité à ce que vous faisiez, et donc c'était vraiment stylé d'avoir fait ce move. Et du coup, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que ça a été Tilvest, comment ça est devenu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, combien vous êtes. Ouais, du coup, Tilvest, on a commencé en voulant proposer des solutions de rendement sur des jetons stables, stablecoin, parce qu'on voyait que c'était un besoin de trésorerie, auquel on avait rajouté 2 offres de gestion crypto. Une offre 50% Bitcoin, 50% Ethereum, et une offre grande capitalisation, donc aller chercher les capitalisations les plus importantes sur le marché crypto. Et donc pendant 1 an, on a construit sur cette offre, donc créé l'application pour permettre aux gestionnaires de patrimoine de se connecter. Et aujourd'hui, du coup, Tilvest, c'est une dizaine de personnes, 5 cofondateurs, avec une dizaine de mandats différents. Le parti pris qu'on a eu, nous, c'était de ne pas avoir des mandats de gestion de type prudent, équilibré ou dynamique comme on peut retrouver en finance traditionnelle, parce qu'on considère qu'en fait le client qui vient chercher la crypto, il est forcément dans la partie dynamique plus risquée, quoi. Donc notre parti pris, c'est de dire plutôt que d'avoir un mandat équilibré avec 50% de cash, donc de stablecoin, et 50% d'autres cryptos, on laisse aux gens la possibilité de faire leur mix comme ils le souhaitent. Donc, c'est s'ils veulent avoir une position, une grande capitalisation dynamique sur les cryptos, ils choisissent tel mandat qui fait ça. Et à côté, s'ils veulent avoir une poche cash qui travaille en rendement, par exemple, sur la blockchain, et bien ça, ils le peuvent aussi. Mais c'est eux qui choisissent leur allocation avec leur gestionnaire patrimoine. Et bien sûr, nous, on les aide à choisir lorsqu'il y a un besoin. Et donc, on est passé d'une offre qui était globalement simple, c'est nécessaire au début, à une offre qui est plus compliquée, mais aussi plus complète. C'est-à-dire que l'offre, elle permet à n'importe qui a un besoin X ou Y de pouvoir avoir le portefeuille qu'il souhaite avoir. Et si ça ne lui satisfait pas, on lance des mandats sur mesure dédiés pour leur permettre d'avoir l'allocation qu'ils souhaitent vraiment. Qui fait ces mandats sur mesure? Alors, on a un gérant en interne qui est cofondateur qui s'appelle François Hardy, qui peut aider sur la structuration et la gestion des actifs. Après, on peut aussi en mettre... ça peut être qualitatif, mais ça peut être aussi quantitatif. C'est-à-dire que nous, on est plutôt on a développé une grosse partie algorithmique dans nos mandats de gestion. Donc, on sait plus faire de l'algorithme, mais par contre, de la gestion discrétionnaire, lorsqu'on ne sait pas faire, on peut référer à d'autres gérants qui peuvent fournir leurs services de gestion, qui sont du coup disponibles aussi sur la plateforme. Alors, il y a 2 trucs que je voulais mentionner. Le premier truc, c'est avant d'être une sorte d'agrégateur de différentes typologies de yield, vous avez construit ce logiciel pour les gestionnaires de patrimoine qui leur permet de pouvoir créer des comptes pour leurs utilisateurs, des wallets ségrégés pour leurs utilisateurs et toute la connectivité, pouvoir acheter, vendre des cryptos et se connecter aux différentes stratégies. Je me souviens que tu m'avais parlé de Harvest à un moment. Oui. Un gros logiciel utilisé par les gestionnaires de patrimoine historique, une sorte de CRM. C'est ça. Harvest, c'est la grande boîte. La marque qui fait CRM pour les gestionnaires de patrimoine s'appelle O2S. Oui. Et du coup, O2S,
en fait, agrège la valeur des portefeuilles de l'assurance vie. Je ne sais pas, Madame Michu, elle a un portefeuille chez MMA, il y en a une assurance vie chez MMA, pardon, et un compte chez Tilvest. Elle va pouvoir voir sur son espace, l'application s'appelle Money Pitch, de voir dans Money Pitch à la fois son assurance vie MMA et son portefeuille de Tilvest. Et donc, comment vous pouvez utiliser E2S et Harvest pour faire de l'acquisition de gérants et de clients? C'est un critère de choix pour les gestionnaires de patrimoine parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une allocation qui va remonter directement dans leur portefeuille, donc ils ne changent pas leur manière de travailler. C'est vraiment ça l'enjeu pour nous. Pas que ça change quoi que ce soit à leur manière de travailler sur la crypto comparé à des actifs traditionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on pourrait aller plus loin avec Harvest, mais ce qu'on n'a pas encore fait pour le moment, mais d'intégrer des tunnels de vente directement dans l'agrégateur pour qu'en fait le gestionnaire de patrimoine puisse faire une souscription directement depuis l'interface chez nous. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, qui viendront sûrement dans les prochains mois. Ok, excellent. Comment vous sélectionnez les différents yields que vous proposez sur la plateforme? Vous gardez quand même un rôle de curateur, j'imagine. Alors, le yield, ça représente un mandat un ou deux mandats sur une dizaine. Okay. Donc, le rôle qu'on a plutôt, c'est de curateur, mais ça va être en finance traditionnelle, ça peut être un peu comme un fonds de fonds, c'est-à-dire dans la logique, pas dans la manière de faire. C'est-à-dire qu'un gestionnaire de fonds de fonds, il va regarder différents gérants ou différentes manières de gérer du capital. Et il va donner un avis, dire est-ce que je veux le pousser ou pas auprès de mon réseau de distributeurs. Et donc nous, on peut être amené à du coup voir qu'un gérant algorithmique, il est très fort dans telle condition de marché. On a envie de pouvoir avoir une allocation pour nos clients. Et donc on arrive à étudier en fonction de yield, du rendement qu'ils délivrent en fonction d'une condition de marché, par exemple bear market ou bull market. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Et si c'est intéressant, on peut le proposer à nos clients. Ok, très intéressant. Il y a quelqu'un du coup en interne qui s'occupe de faire ce rôle de gérant C'est un peu un comité, on va dire, d'invest qu'on a avec les cofondateurs. L'idée, c'est que François et moi et Cyril, donc qui est un des autres cofondateurs, on peut être amené à mettre un avis, un premier avis, donc un round, en disant voilà, ce mandat il est intéressant. On demande plus d'infos, un peu comme une Didi. On dit voilà, je trouve ça intéressant. Ensuite, il y a une autre personne qui intervient, qui challenge les vues de celui qui a amené le mandat. Et ensuite, on décide si on veut le rajouter ou pas dans l'ensemble des portefeuilles, en tout cas disponible pour tous les clients de la plateforme. Ok. Il y avait autre chose. Alors, c'est super intéressant parce que, avant que je rentre dans plus de détails de questions, est-ce que tu as des chiffres à nous partager? Combien il y a d'utilisateurs, chez combien de gestionnaires de patrimoine vous êtes, quel est entre guillemets l'AUM qui est géré sur votre infrastructure? Ça fait, on a à peu près 200 CGP aujourd'hui sur la plateforme, et tous ne sont pas forcément des clients vu que c'est des accès qui n'engagent à rien. Ça représente à peu près 600 clients aujourd'hui. En AUM, je ne vais pas forcément détailler tout ça, c'est entre 20 et 30 millions aujourd'hui. Ouais, ça commence à avoir un peu de taille. L'idée, c'est que nos systèmes, ils sont robustes pour gérer des sommes plus importantes. En fait, on a rendu les choses très scalables. Donc, ça a pris beaucoup de temps au début, mais aujourd'hui, ça permet de gérer énormément de dépôts, énormément d'arbitrage au quotidien, sans qu'on ait besoin d'embaucher du monde, quoi. Donc, c'est assez intéressant pour nous en tant que business de pouvoir rendre ça disponible pour d'autres. Et là, on commence déjà à onboarder des fonds d'investissement classiques pour mettre à disposition notre infra, pour qu'ils puissent utiliser notre tech pour tenir les positions pour leurs clients et les remonter dans une interface digitale. La difficulté d'un fonds classique aujourd'hui, c'est qu'ils sont audités par exemple tous les 3 mois ou tous les quarters ou tous les ans, avec une valeur, on va dire, liquidative potentielle. La réalité, c'est que sur la crypto, ceux qui investissent dessus, même via un fonds, ils se posent la question de pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir cette valeur tous les jours, en fait. Et ça, c'est un service qu'on commence à offrir. Mais là, c'est que de la tech. C'est plus facile avec les cryptos, qui sont tout le temps... Ouais, en fait, vu qu'on est connecté à toutes les manières de remonter de la data, ce qu'un gestionnaire de fonds classique, un teneur de fonds classique n'arrive pas à faire, on arrive à répondre aussi à ce besoin aujourd'hui. Sur quoi vous travaillez là
quels sont les leviers que vous essayez de dénouer pour passer de 20-30 millions à 200-300 millions d'AUM? C'est un peu votre prochain objectif, c'est quoi votre prochain objectif? Ouais, l'idée c'est de viser 1 milliard sous gestion quand même assez rapidement. C'est un marché qui est globalement assez petit aujourd'hui. Hein. Comme je te disais avant, il y a 9 à 12% des Français qui détiennent de la crypto. Il n'y en a pas beaucoup qui le détiennent via un intermédiaire, de la gestion intermédiaire. Donc en fait, on est un peu en train de le créer, ce marché, en disant que c'est possible de le faire, et la grande majorité de nos clients sont des primo-accédants, dans le sens ils n'ont jamais acheté de crypto avant, et donc on crée ça. Donc l'idée, c'est d'aller convertir l'ensemble des CGP en leur proposant des services qui correspondent à ce qu'ils proposent ailleurs en actifs traditionnels, mais sur la partie crypto. Et donc il y a un stock d'épargne qui est massif en France. On est de l'ordre de plus de centaines de milliards. Donc en fait, aller chercher 5% du capital des Français là-dessus, ça représenterait plus que 5 milliards de stock. C'est possible d'aller chercher. Maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Et bien du coup, comment vous travaillez pour les débloquer? Qui chasse les gestionnaires de patrimoine? Est-ce qu'il y en a qui passent beaucoup de temps avec eux pour les former, pour les aider un peu à apprendre comment pousser ça à leurs clients? Du coup, un des cofondateurs qui s'appelle Vincent Martin, c'est un ancien ingénieur patrimonial, donc il a travaillé dans des grands groupes, la gestion de patrimonial, en support des conseillers. C'est-à-dire qu'il leur apportait des conseils fiscaux, des analyses juridiques. Donc il a appris pendant ses 6 ans d'expérience à parler avec des gestionnaires de patrimoine et à comprendre leurs besoins sur la partie juridique. Et du coup, les head of sales chez nous, responsables des partenaires, donc ils passent énormément de temps à leur parler, à former les assistants commerciaux qu'on peut avoir, qui vont parler justement avec ces gestionnaires de patrimoine. Et donc ça inclut des formations, ça inclut des calls quand ils te posent des questions au téléphone, en disant pourquoi est-ce que ça a baissé maintenant, et donner des manières de réfléchir pour dire pourquoi est-ce que ça peut baisser en fonction des événements macro. Et on fait aussi des formations sur place. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, on a fait une formation de 3 heures chez un family office pour leur expliquer tous les tenants aboutissants de comment est-ce que ça fonctionnait dans les grandes lignes, et pourquoi c'était assez proche finalement d'un système financier mais juste parallèle. Et donc notre stratégie, c'est d'aller parler à ces personnes-là en leur fournissant de l'information et pas de la vente. Et ensuite, si eux ils ont un client qui veut le faire, on est disponible pour répondre à leurs demandes et choisir le mandat avec eux. Et donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est souvent ces distributeurs, ces gestionnaires de patrimoine ceux qui collectent le plus finalement. C'est parce qu'ils ont l'information, ils comprennent comment c'est, ils peuvent répondre à leurs clients directement. Ils n'ont pas besoin de se reposer uniquement sur nous. Et après, quand ils ont une question d'allocation, nous on peut les conseiller eux pour qu'eux puissent accompagner leurs clients. Parce qu'en fait, j'y pensais en discutant avec toi, je me suis dit, mais moi perso, je suis prêt à offrir une formation à la Blockchain Business School à tous les gestionnaires de patrimoine, si ça peut les aider, tu vois, à s'éduquer et à plus facilement convaincre leurs clients. C'est un des leviers pour débloquer, je pense, la situation, mais il y en a plusieurs. Je pense que toi comme moi, quand tu as découvert la crypto, à un moment, tu as dû quelqu'un qui a dû t'en parler, te dire mais c'est quoi ça, je comprends pas, je passe à côté, trop compliqué. Et au bout d'un moment, tu as un déclic, tu te dis mais en fait, il faut que je m'y intéresse juste par curiosité intellectuelle, ou juste me dis si tout le monde en parle, c'est que forcément il y a quelque chose d'intéressant, et du coup je vais me faire mon propre avis. Et donc pour moi, le plus important, c'est ce déclic-là, de se dire comment est-ce qu'on arrive à apporter ce déclic, de dire est-ce que c'est intéressant ou pas, et que la personne se renseigne et soit ouverte à l'idée que ça soit quelque chose de différent de ce qu'on connaît d'habitude. Et donc une formation, la Blockchain Business School, c'est un levier pour créer ce déclic, mais ça peut être des discussions où on débunk un peu des mythes qu'on peut avoir sur la classe d'actifs, parce qu'il y en a qui préfèrent te challenger sur plusieurs sujets et avoir une conversation vraiment comme si on se tirait dessus, mais en disant vraiment franche, en se disant pourquoi est-ce que ça marche pas. Et donc ça dépend des gens. Et nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est créer l'électrochoc en disant intéressez-vous à cette classe d'actifs, parce que sinon le train passera sans vous, quoi. Et donc il y a plusieurs manières. Une formation, c'en est une, mais je pense que ça suffit pas. En tout cas, c'est pas la clé en fait d'accès.
Non, clairement, mais c'est à ma hauteur ce que je peux contribuer. Ouais, mais c'est un super package à fournir, sachant qu'en plus les gestionnaires de patrimoine ont des formations obligatoires. Donc ce qui peut être jackpot en fait, c'est d'avoir l'intégré. Je suis en train de structurer une espèce de bourse de scholarship. Ouais. Et on va faire un truc ensemble pour les gestionnaires de patrimoine sur la formation DeFi, on va dire crypto, finance. Plus récemment, avec Pirates, on a commencé à travailler ensemble pour implémenter un produit qu'on a construit et l'héberger, le distribuer à travers notre plateforme. Et depuis qu'on fait ça ensemble, je me dis, vous êtes un peu aussi une plateforme de création de produits financiers crypto as a service. Ouais, l'idée c'est, là par exemple dans le cas de Pirates, vous avez un algorithme que vous avez développé en interne, que nous on adapte sur nos services, donc on utilise votre tech pour proposer un mandat de gestion à des clients. Et donc l'idée qu'on a nous, c'est qu'on a toute l'infra pour permettre de faire de la souscription crypto. On sait qu'il y a des mandats qui seront plus intéressants les uns que les autres, et donc on laisse les mandats courir, et ceux qui veulent s'y exposer, de pouvoir avoir une allocation différente. Aujourd'hui, dans le monde traditionnel, il n'y a pas grand monde qui a la capacité d'aller chercher des mandats algorithmiques. Ça n'existe pas en assurance vie, ça n'existe pas sur des comptes titres, ou si ça existe en très, très faible minorité. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça ouvre une autre manière d'investir, en dehors du fait que ça soit crypto au fond, qui est assez intéressante, et que les Français cherchent globalement, cherchent des placements intéressants, et cherchent des placements un peu diversifiants. Et c'est un peu ça que nous on pousse aussi, c'est de se dire, ok, c'est crypto, mais en fait c'est aussi une autre manière d'investir, que le sous-jacent au final ça soit... Oui, en effet, et ça c'est d'un point de vue, on va dire, souscripteur. Moi, d'un point de vue pirate, c'était trop cool, parce qu'en fait, on n'a pas du tout recodé, on a juste travaillé sur une stratégie qu'on implémente, qui peut être distribuée à travers votre réseau, et qu'on peut nous-mêmes onboarder des gens sur notre strat. Donc je trouve ça super powerful, parce que, je sais pas, en 2-3 semaines, on a réussi à implémenter le truc, et il est quasiment ready to go. Donc c'est un super quick to market. Et puis avec votre positionnement et cet effet un peu ETF, je ne peux que penser que, tu vois, ça ne va que aller dans un sens très positif, parce que l'onboarding est entre guillemets traditionnel, l'accessibilité au sens du choix est pluriel, et tu peux arriver en cash ou en crypto. Donc en fait, c'est un espèce d'ETF, parce que les gens distribuent des stratégies, mais en fait, la limite de ce truc-là, parce que l'ETF, c'est un truc que tu peux mettre dans ton assurance vie, par exemple. C'est ça. Comment est-ce qu'on crée des produits crypto que tu peux mettre dans ton assurance vie ? Le problème aujourd'hui de l'assurance vie sur ça, c'est que les assureurs n'acceptent pas les fonds qui ont une composante crypto. La loi Pacte le permet à hauteur, je crois, de maximum de 10%, il faudrait que je vérifie, depuis du coup 2019, mais aucun fonds n'a sauté le pas. Les seuls fonds qui ont réussi à se distribuer sur des comptes titres, et même pas des assurances vie, c'est des fonds ETF, Bitcoin Equities, c'est-à-dire qu'en fait ils achètent du MicroStrategy, ils achètent du Tesla qui est corrélé au BTC, et du coup le but est de repliquer la performance. Mais il n'y en a aucun qui a réussi à se mettre dans les assurances vie, et surtout pas un ETF, parce que un ETF sous la réglementation européenne... Il faudrait quoi ? Est-ce que vous essayez de travailler là-dessus ? C'est quand même un argument phare. On a fait un choix en fait. C'est souvent du placement pour s'optimiser fiscalement, mais il ne faut pas pour payer 30% de flat tax. En fait, donc il y a deux éléments dans ta question. C'est pourquoi est-ce qu'on le fait pas ? Nous, on a fait un choix d'être natif crypto, donc de détenir vraiment nominatif les cryptos pour les clients, donc pas via un intermédiaire, parce qu'on considérait que c'était plus intéressant de détenir vraiment des cryptos, et du coup de sortir, d'avoir un système parallèle en fait au système traditionnel. Le deuxième point, c'est que sur les comptes titres, généralement pour des produits comme ça qu'on peut lancer, il y a des contraintes de 100 000 euros de premier investissement, ce qui correspond pas aujourd'hui à l'investissement d'un client final dans la classe d'actifs, parce que ça représente trop, par exemple 100 000 euros, si tu mets 5% du patrimoine du client, il faut qu'il ait 2 millions. Donc est-ce qu'un client, il n'y en a pas beaucoup des clients qui ont 2 millions de patrimoine disponible. Donc c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, et ça ne permet pas la multiplicité des mandats aussi de gestion dans le portefeuille des clients.
Après, les ETF, tu peux essayer de les mettre dans l'assurance vie, mais c'est des notes. Donc, c'est-à-dire que tu peux, en France, en Europe, tu peux pas avoir un seul actif qui constitue un ETF. Il faut que tu en aies plusieurs, parce qu'il y a un principe de diversification de tes actifs. Tu es obligé de multiplier. Donc, ça sera que des. Si ça arrive, ça sera au minimum Bitcoin Ether, ou alors ils doivent changer la loi. Ouais, mais ça c'est pas un problème. Ouais, mais ça prend un peu de temps, quoi. Ouais, j'entends. Dernière question là, autour de Dealvest avant de rentrer un petit peu plus sur la perception de ton rôle de founder. C'est quoi le prochain gros milestone là en 2024, s'il y a un truc que tu veux faire, c'est quoi? Ce qu'on veut vraiment rendre accessible, c'est de rendre ça beaucoup plus paramétrable pour les gestionnaires de patrimoine. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent vraiment comme un outil en interne, qui puissent mettre leur logo dessus sur l'application, qui puissent montrer à leurs clients que c'est eux le gestionnaire, et c'est pas et peut-être mettre moins en avant Dealvest pour mettre plus en avant nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on veut mettre en avant et leur offrir des services toujours plus qualitatifs, donc avoir plus d'infos sur comment est-ce que c'est géré, leur permettre d'échanger plus facilement avec leur gestionnaire de patrimoine ou nous, donc c'est-à-dire mettre en place des webinaires potentiellement avec les gérants de la plateforme pour présenter. C'est des services de comptabilité, là, on parlait justement d'enjeux fiscaux. Oui, en fait, c'est un service de comptabilité que lorsque tu sors en euros pour la majorité de nos clients aujourd'hui. Donc on fournit une fiche à la fin de l'année en disant le client a fait un retrait de temps, telle plus-value à déclarer. Et pour les entreprises, on fournit aussi ce service, mais c'est un autre compte, c'est-à-dire que tu dois donner des écritures comptables des achats-ventes qu'ils ont eus, vu qu'eux doivent déclarer la plus-value latente à chaque fin de clôture fiscale. Donc c'est aussi ça le but, c'est de les aider le plus possible pour qu'ils aient pas besoin de le faire tout seuls de leur côté, quoi. Okay. Donc ça c'est hyper important pour nous et peut-être qu'un des gros services qu'on voudrait lancer en 2024, d'ici à fin 2024, c'est la possibilité de lancer son propre mandat qui est rééquilibré automatiquement pour un client, pour comme ça il puisse faire son allocation aussi s'il le souhaite, sans passer les ordres lui-même, mais pouvoir avoir un petit bot qui dit je veux avoir 50% de Bitcoin, 25% d'Ether, 25% d'un autre actif, et qu'il le fasse tout seul. Et ça pourrait être... c'est une demande qu'on a pu avoir dans le passé. Et l'idée, c'est d'offrir et de répondre en fait à leurs demandes plus qu'à ce que nous on pense être bien pour eux, quoi. Du coup là, c'est une stratégie de plus que vous voulez lister. C'est que chacun puisse, s'il y a un client qui a envie d'avoir sa propre allocation, qu'il n'ait pas besoin du coup d'aller sur Binance ou un autre exchange ou de le faire, mais qu'il puisse le faire à côté des mandats qu'il pourrait détenir chez nous. C'est ça. On est un peu comme un compte titre, mais sur la partie crypto, nous, aujourd'hui, avec des mandats de gestion, ouvrir une poche où ils peuvent gérer l'achat-vente, toujours gérer avec le CGP. À vous pluguer à quelque chose de plus DeFi, parce qu'on a beaucoup parlé de Binance, d'exchange. Les sujets... Des produits stylés en DeFi qui se développent, des trucs solides. J'ai rencontré Pablo de Engel il y a 2 heures. J'ai vu Cyril de Swap hier, qui ont créé des produits de deal au-dessus de leur protocole, qu'ils essayent aussi de distribuer. C'est des choses qu'on est en train de faire, c'est-à-dire, mais pas de donner le pouvoir au client de choisir le protocole qu'il veut faire, mais plutôt lister, on va dire, un vault d'un protocole permissionné. Donc, en fait, qu'on soit les seuls à pouvoir aller dessus pour les clients. C'est des choses sur lesquelles on travaille, qui sortiront sûrement prochainement. Mais la clientèle qu'on a n'est pas... on n'a pas besoin de savoir. Ouais. C'est juste un autre profil de risque, un autre produit financier. C'est ça, c'est souvent poussé par un distributeur entre guillemets qui sait que lui il le fait par exemple à titre perso et il nous pousse l'idée en disant j'aimerais bien faire ça pour mes clients. Donc nous on est capable de lancer un mandat permissionné vu qu'on est régulé sur un vault XYZ qui on présente tout ce qu'il fait au client en lui présentant les avantages et les inconvénients et les risques et c'est à lui de choisir après si on trouve ça intéressant, mais oui, c'est quelque chose qu'on veut faire. Et est-ce que ce serait pas un outil pour attirer une clientèle plus high net worth crypto ? Si ça peut l'être parce que ça simplifie. On a pas mal de gens qu'on récupère qui ont des cryptos à côté parce qu'ils ont marre de gérer entre guillemets ou alors ils ont l'impression qu'ils y sont intéressés à un moment, ils ont perdu un peu le fil et ils se disent
en fait, je préfère donner ça à quelqu'un qui le gérera pour moi. Et donc, là, on le récupère déjà. Mais donc, c'est plus le système de gestion avec des gérants qui intéressent cette clientèle-là. Mais le yield, on va dire, en DeFi, ou les protocoles en DeFi, c'est une brique de plus qui peut en attirer d'autres, mais on en attire déjà. Et vu qu'on peut faire les entrées en euros et en crypto, on peut les attirer de cette manière-là aussi. Ok, fair enough. Dernière partie là, du podcast autour de ton parcours de fondateur, là, du coup maintenant depuis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Quand tu regardes rétrospectivement, qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Qu'est-ce que tu as sous-estimé entre le moment où tu t'es dit je vais devenir entrepreneur et aujourd'hui? La chose, je pense, la plus difficile, c'est le product market fit. C'est-à-dire à quel point le produit que tu lances, quand il est confronté à sa cible, elle correspond et que les gens veulent l'acheter, en fait. Et donc, dans les boîtes, tu as toujours l'impression que ce moment-là, il sera le plus court possible. Tu tends à minimiser le temps que tu vas entre le moment où tu commences à lancer ton produit et le moment où tu vois des vrais utilisateurs utiliser tout seul, en fait, sans pousser quoi que ce soit. Et donc, nous, on pensait que ça mettrait 6 mois et ça a mis 1 an et demi. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu continues à pousser, à construire, à te dire, en fait, c'est parce qu'il manque telle chose dans mon produit, je vais le rajouter, ça ira mieux. Et là, on est à un stade où on a tous les éléments pour dérouler et répondre à toutes les demandes d'un gestionnaire de patrimoine, en tout cas à 90%, et pour qu'il puisse faire investir un client sans qu'il y ait aucune friction pour lui. Faut savoir aussi que nous, on a commencé en août 21 et on a lancé la société en décembre 2021. En 2022, il y a eu FTX et donc ça a aussi ralenti énormément le pipe commercial. Mais je me souviens, au début, vous avez été très assidu sur ce dont vous aviez besoin et l'obtention de ce dont vous aviez besoin. Ouais, ce qui est ce qui est souvent sous-estimé aussi, c'est le temps de développement d'un produit tech, quoi. Je pense que toi, t'as mis les mains dedans. Je veux la plateforme pendant 3 mois et t'es là, le mec. Ouais, et le temps que tu passes, je pense que tout le monde est un peu perfectionniste. Quand tu montes une boîte, t'as envie qu'au début tout soit parfait, carré. Et en tech, c'est... Ouais, il faut faire des choix. Et la tech, c'est à la fois quelque chose qui te libère et quelque chose qui t'emprisonne, parce que quand tu codes quelque chose, c'est dans un cas précis et tu as toujours des cas particuliers. Et donc, comment tu gères ces cas particuliers? Est-ce que tu fais du code ou est-ce que tu le gères à la main pour des cas Et donc, tout ça, moi, j'étais pas tech à la base. Je pense que par force, je suis devenu. Au début, tu es frustré parce que tu as l'impression que c'est magique, en fait. Et en fait, ça l'est pas du tout. Donc, c'est tout sauf de la magie, c'est de la mécanique, moi j'appelle ça. Ouais. Il y a un boulon qui pète, ça marche pas, quoi. Ouais, et du coup, les gens qui ont pas ce profil-là, à qui tu peux parler, qui ont l'impression que c'est simple, en fait, de le faire. Mais l'aspect product design, en effet, on pense toujours que un produit est plus simple. Il est simple dans notre tête, mais dès que tu commences à faire un travail de spécification, tu peux passer la journée sur ouais. Ah mais merde, j'avais pas pensé à ça, mais il y a aussi ça. Et oui, comment on fait avec ce truc? Ouais, du coup tu te retrouves à te dire, en fait j'ai pas prévu ça, qu'est-ce que je fais? Je delay le lancement ou je lance mais la fonctionnalité elle est pas là. Et donc ouais, ça c'était dur. C'est dur, c'est toujours, mais l'idée c'est de continuer, et comme je t'ai dit depuis le début, persévérer et de délivrer le maximum possible, 90%, et les 10% restants c'est toujours le plus dur, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment c'est dur. C'est dur. À chaque fois, tu vois, c'est évidemment aussi la suite de tous les événements qui nous ont amenés à ce qu'on est aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit j'ai un peu loupé le coche Pas forcément louper le coche, mais il y a des choses où en fait quand tu as levé un peu d'argent, tu as l'impression que ça a moins de valeur que lorsque tu n'en avais pas levé. C'est-à-dire qu'on a commencé nous avec 30 000 euros, après on a fait une levée de 600 000 euros environ, et du coup tu passes d'un moment où tu es survivaliste à un moment où ça va mieux. Et en fait nous on a tourné, on a coupé assez rapidement les dépenses quand on a vu que le product market fit il allait être plus long, qu'en plus il y avait FTX, et ce qui fait que j'aurais peut-être coupé un peu les dépenses, on va dire plus fort au début, en tout cas pas faire autant de choses inutiles, mais après
tu le sais que c'est inutile qu'après l'avoir fait. Donc en fait, c'est aussi ça le fait c'est ça que ça donne le pouvoir de lever, c'est de tester, de voir ce que tu peux faire. Et lorsque ça marche pas, tu dois cutter. Donc c'est de l'A/B testing dans tous les sens. Je suis d'accord avec toi, c'est toujours difficile de cut. On met toujours plus de temps qu'il ne faut à cut. Ouais. Et c'est pas simple de gérer cette approche. Et du coup, c'est peut-être ça que je changerais. Après, honnêtement, je pense qu'on n'a pas changé de niche. On est toujours sur le même marché. On a toujours persévéré. On rajoute juste des services et on se rend compte des besoins de nos clients. J'espère que dans quelques années, on pourra mettre des cryptos dans l'assurance vie. C'est ça vraiment le but, en tout cas pour toucher le plus d'épargne possible sur cette case. Faire du lobby pour faire ça. Il y a les associations, je pense, et tout. Est-ce que c'est des gens qui peuvent contribuer à ce genre de choses? Ils peuvent y contribuer, et je pense qu'ils y contribuent déjà, mais c'est les associations des conseillers financiers. Donc, non, c'est l'ANACOFI, la CNCGP, qui aujourd'hui ne se sont pas vraiment saisis du sujet, qui font un peu... C'était BlackRock et leur ETF. Il y a des gens qui se réveillent, est-ce que ça a créé une culture de rappel? Oui, ça crée. J'étais d'ailleurs une présentation d'un cabinet de conseil à 2 grandes banques françaises il y a 2 semaines. Ils s'y intéressent, mais en fait, il n'y en a aucun acteur européen aujourd'hui n'a mis le doigt de pied, on va dire, dans l'écosystème en proposant un service ouvert à tous. Société Générale avec SG Forge, ils lancent, mais de manière institutionnelle, parce qu'ils voient l'intérêt de la blockchain pour faciliter les échanges. Mais il n'y en a aucun aujourd'hui qui a vraiment fourni un service comme BlackRock, c'est-à-dire permettre à quiconque a un compte titre aux États-Unis puisse acheter en fait un ETF Bitcoin. Et je pense qu'ils se retrouvent un peu bloqués aujourd'hui en se disant mais comment ils ont réussi à le faire aussi rapidement? C'est une histoire de 9 mois. Hein. L'ETF de BlackRock, on en parle en juin 23. C'est fait en janvier 24. Et donc eux, ils ont une rapidité folle pour exécuter. Et nous, on passe 4 ans à faire une nouvelle réglementation qui est pour les banques. Donc les banques attendent cette nouvelle réglementation pour peut-être rentrer, et encore. Et vous avez des discussions avec les banques privées, parce qu'au final, tu vois, quand je me mets à la place d'une banque et que je vois ce qu'il y a sur le marché, vous êtes quand même l'offre la moins agressive d'un point de vue parcours utilisateur et produits financiers à distribuer pour des retail à travers des banques privées. Comment c'est reçu quand vous discutez avec des banques privées? Elles sont plutôt étonnées de la capacité qu'on a à collecter. La première réaction, c'est elles se disent mais comment est-ce que vous faites? On n'avait pas du tout cette vision de la typologie de clientèle qu'on a. Nous, les clients chez nous, ils mettent, on va dire en moyenne 50 000 euros. Les statistiques nationales font que le panier moyen d'un investisseur crypto, c'est 5 000. Donc on est 10 fois au-dessus de ce qu'un investisseur moyen en France a. Et donc ils pensent pas que la majorité nous disent qu'ils ne pensent pas que c'était possible. Et ils se demandent, ça fait réfléchir forcément, mais globalement, ces groupes-là, ils ont un cycle de pensée qui est sur plusieurs années, donc ça prend du temps. Faut qu'ils comprennent, faut qu'ils poussent en interne. Il y a encore un blocage psychologique. Faut être honnête. Parce que quand on voit tous les inflows d'argent à travers l'ETF, je suis pas mal allé en Suisse ces derniers temps. Les family office, elles bougent comme des abeilles depuis ce qui s'est passé avec BlackRock et l'ETF. Ouais, mais en Suisse, la banque postale équivalente chez eux, elle propose des cryptos. Donc tu vois à quel point les mentalités sont complètement différentes. Je pense qu'il y a toujours la notion, pour une banque française, a priori, ce qui est le plus important pour eux, c'est la réputation. Donc ils regardent dans toutes les décisions qu'ils font, quel est mon risque réputationnel à faire un produit. Et donc tu vois, toutes les néobanques qui sont lancées green, elles sont quasi toutes adossées à une grande banque type Arkea ou un autre assureur pour proposer leurs produits, parce qu'elles n'ont pas envie de lancer des nouveaux produits comme ça, où elles se disent telle boîte, elle arrivera peut-être mieux à le faire que moi, elle prendra du risque réputationnel, mais elles s'en fichent, ces nouvelles boîtes, parce qu'elles ont aucun capital réputationnel. Par exemple, avec Delubac, vous avez parlé avec Delubac, ils ont une banque privée, ça a l'air d'être le client parfait pour vous?
Bah, eux, ils ont développé leur service en interne. Donc là, on discute plutôt avec des plateformes d'échange qui veulent offrir ce service à leurs clients. Ouais. Donc en étant plug and play. Je crois qu'ils voulaient faire des trucs comme ça aussi. Je peux pas encore le dire le nom des plateformes, mais c'est plutôt des acteurs natifs crypto qui cherchent ça aujourd'hui. De l'UBAC, on a pu les croiser à différents événements, Patrimonia l'année dernière ou encore début d'année sur un autre salon. Et ils ont fait un logiciel comme le vôtre ou c'est un logiciel que pour eux? Je crois qu'ils utilisent la tech d'un exchange. Je suis pas sûr exactement de comment ils font, mais je crois qu'ils ont développé le service en interne pour acheter que du Bitcoin ou enfin faire de l'achat d'actifs pur. Ouais, beaucoup d'exchange Coinbase et de Panda, ils ont fait un truc un peu blanc. C'est ça, ouais. Ce qui est aussi regardé un peu avec par l'AMF pour savoir est-ce que c'est vraiment légal ou comment est-ce qu'ils peuvent faire cette structuration-là, si c'est que de la tech ou autre chose. Et donc, il y a des sujets aussi légaux là-dessus. Est-ce que, décris-moi un petit peu tes routines. Je reçois votre newsletter avec le marché crypto, comme si on était sur BFM, sur BFM Ouais. Business, mais c'est assez marrant. Raconte-moi un petit peu tes routines personnelles. Ouais, l'idée, c'est qu'on fait une newsletter hebdo, et dans la newsletter mensuelle, donc les newsletters hebdo, on met que les performances des mandats, avec 3 articles, on va dire, qui nous ont intéressés sur la semaine. Et dans les newsletters mensuels, on met un petit commentaire de gestion qui fait globalement une page pour que ça soit intelligible. L'idée, c'est de permettre à quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle de comprendre les tenants aboutissants d'une situation. Et donc c'est principalement moi qui ai écrit avec François et Vincent cette lettre-là. Et l'idée, c'est d'aller voir les mouvements qu'on a pu, les mouvements de baleine par exemple sur le réseau Bitcoin, les mouvements de baleine sur le réseau Ether, de voir. Tu sais un petit peu Bubble Max? Ouais, on regarde des screens des personnes, par exemple, sur Twitter qui peuvent mettre. C'est super intéressant de voir les flux, mais on l'utilise aussi pour l'invest. Donc, c'est-à-dire, si tu investis sur l'investissement, si tu investis sur une petite capitalisation, de voir comment est-ce que est contrôlée ta supply, où est-ce que sont tes jetons pour dire, est-ce que c'est les détentions est similaire à ce qui est marqué dans le white paper, etc. Non, et du coup, on va regarder les rapports par exemple de Coinbase, les rapports instit des brokers tradis aussi pour voir un peu leur vision. On peut aussi regarder les rapports des journaux français, mais généralement plutôt sur la presse internationale qui traite des sujets généralement de manière beaucoup plus factuelle, sans a priori moral sur des sujets. Et donc l'idée, c'est plutôt de transcrire ce qu'on peut voir sur The Block par exemple ou Coinbase Research dans des graphiques. Et après, il y a aussi mon sentiment personnel, dire comment est-ce qu'on voit évoluer le marché. Et donc forcément en 2023, début 2023, quand le Bitcoin était à 15 000, on avait dit à tout le monde qu'on pensait qu'on avait touché un bottom, donc c'est-à-dire un bas du marché, que c'était au moment de commencer à s'y réexposer. Il y a des gens qui ont réinvesti du coup sur ces sujets-là et ces recommandations et qui sont aujourd'hui très contents. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui on est au max et même si on a dépassé le all-time high, donc le plus haut sur Bitcoin, que c'est pas le moment d'investir. Ça dépend juste de son horizon d'investissement. Si on pense que on va continuer d'émettre de la monnaie et que du coup Bitcoin va représenter une alternative à l'inflation, mais au même titre qu'une maison. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens achètent de l'immobilier? Parce que quelqu'un peut pas en imprimer des centaines et que ça va dévaluer toutes les autres maisons. Chaque maison est un peu identique. C'est pour ça que les gens achètent de l'art, c'est pour ça que les gens achètent de l'or. Et donc, tant que ça reste valide, et que ça reste valide aussi pour tous les autres actifs, pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir une proportion de crypto dans son portefeuille. Et donc, pour expliquer un peu les mouvements aussi, on regarde un peu tout ce qui se passe sur le marché. On essaye on le rationalise pour les partenaires, pour que aussi eux, ils puissent en parler avec leurs clients, ce qui est super important. Revenons un petit peu. Est-ce que tu fais du sport? Ouais. Je fais du ski et du tennis. Donc tennis, je fais. C'est 1 ou 2 fois par an. Non. Oui, c'est Alsace. Ouais, je suis alsacien, donc en fait j'ai une voiture en Alsace. Ma famille habite toujours en Alsace, donc en fait, ouais, c'est à 1h30, 1h, 2h en voiture. Donc à un moment il y avait les Vosges, mais généralement en ce moment la station elle doit être ouverte une fois par hiver, donc il n'y a pas assez de neige.
Mais non, je fais beaucoup de ski. Je fais du tennis à peu près une fois par semaine quand j'arrive, ou sinon deux fois par mois. Tennis ou paddle Bah, j'ai un peu gangréné par tous les sports qui viennent concurrencer le tennis. Donc ouais, j'ai fait du tennis pendant 10 ans. Après j'ai arrêté. En prépa, je faisais du squash. Et là, je fais un peu de paddle, squash et tennis en même temps. C'est-à-dire, ça peut une semaine sur l'autre, je peux faire l'un. Donc, par contre, je cours pas. Ouais, je sais pas quoi faire. Je pense que je suis trop perdu dans mes pensées. Enfin, mes pensées bouillonnent trop pour que je puisse courir comme ça. Est-ce qu'il y a des gens que tu recommandes à nos auditeurs de suivre sur Twitter ou des bouquins Ouais, bah, une des personnes que je suis pas mal sur Twitter et que je connais un peu, c'est Alexandre Stachachenko, qui est l'orateur, ouais, qui est pour le coup assez droit je trouve, dans ce qu'il dit. On va dire, les analyses, elles sont basées sur un article de loi ou sur un fait culturel ou de l'histoire, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que ça debunk un peu des éléments en disant, ben, c'est important de se référer à la vérité, en fait, pour pouvoir détruire une fausse news, en fait. Les autres, sur Twitter, je peux regarder aussi du Lynn Aden, c'est une macroéconomiste qui écrit pas mal sur la macro. Lynn Aden, L-Y-N, espace Aden, je crois. Il faudrait vérifier l'écriture. Ouais. Et globalement, bon, il y a plein de comptes Twitter que je suis tous les jours. Et en termes de livres, moi, celui qui m'a particulièrement marqué, c'est plus sur la partie entrepreneur, c'est un livre qui s'appelle The Mom Test. Que j'ai trouvé, j'ai lu ça dans un bus en Malaisie. Non, c'est pour découvrir ta proposition de valeur. Ouais, pour comprendre si ton produit va plaire à quelqu'un, faut pas lui dire qu'il est trop bien, quoi. Et ça, je trouve que c'est super bête comme manière de présenter les choses, mais en fait, c'est tellement réel, quoi. Si tu vas voir The Mom Test, forcément, c'est un mec qui raconte qu'il va parler à sa mère de son produit. Je crois que c'est un livre de cuisine sur iPad. Il lui dit maman, j'ai un super produit, je vais te vendre 40 € mon application de livre de cuisine sur iPad. Et sa mère qui n'ose pas lui dire que c'est nul, quoi. Et donc lui dire en fait j'ai un produit qui peut intéresser quelqu'un, il faut réussir à trouver des moyens détournés pour avoir du vrai feedback. Et ça, c'est vrai quand tu montes une boîte, mais aussi c'est vrai dans plein de choses, quoi. Tu vas pas dire à ta copine qui te montre une robe que tu trouves pas très belle, elle est horrible. Tu vas dire non, je trouve que celle-là, elle est un peu mieux. Donc c'est toujours un peu l'art de la déflexion, quoi, de montrer, d'arriver à un chemin en manière, pour susciter l'intérêt, comprendre ce qui va marcher ou pas. Non, mais c'est cool, c'est de la sémantique de présentation, de l'étude de product market fit, de la persona discovery. Ouais, mais c'est qu'aussi il y a des gens qui vont se dire, j'ai taffé comme un malade sur ça marche pas. En fait, oui, si tu travailles comme un fou sur quelque chose qui en fait n'a pas de client ou peut ne pas en avoir, les gens ne seront pas intéressés pour acheter un produit X à un prix Y, eh bien ça peut pas marcher aussi fort que tu puisses travailler, quoi. Et donc réussir à se remettre en question en disant en fait là ça marche pas parce que personne n'est intéressé, je pense qu'il faut être hyper humble, de se dire qu'en fait et de se dire que ton produit que tu as lancé, il va forcément changer, ça sera pas celui que tu veux à la fin, donc faut être assez Tu mentionnes ça, j'ai un sacré souvenir. C'est le premier livre que mes investisseurs m'ont conseillé lors de mon premier board après ma levée. Tous là, notre test, mais tu connais pas le test, faut que tu dises notre test. Ouais, après, c'est des livres où je pense qu'ils sont recommandés à fond en disant, et il faut pas faut pas prendre ça comme argent comptant, mais c'est bien d'avoir une ouverture d'esprit, quoi, et de lire plein d'autres choses. Mais je suis pas forcément un passionné de livres à suivre à la lettre. Zero to One, par exemple, qui est aussi un livre d'entrepreneuriat. Mais essayer de lire plein de choses pour se dire qu'est-ce qui correspond en fait à ma voix et ce qui me correspond. Moi, je trouve que The Mom Test, ça correspond bien à ma manière de faire. Clairement, merci pour ce partage. Dernière question, un peu plus philosophique. Comment tu définis le succès et quand est-ce que tu considères... qu'est-ce qu'il faut pour que tu te considères successful ? Je pense que ce que je considère être le succès, c'est d'aimer faire ce que tu fais.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens, quand ils ont vendu leur boîte, peut-être des millions, ils arrivent au bout et ils se disent ah ben c'était juste ça, entre guillemets. Mais c'est le chemin, on va dire, qui compte aussi, quoi. Et donc si tu fais un truc qui que pour le but, que pour la finalité, mais pas parce que le chemin est intéressant aussi, ben c'est que t'es pas successful. Déjà, c'est très difficile d'y arriver juste pour la finalité. Ouais, c'est juste très difficile, mais si en plus quand tu y arrives, enfin, t'as envie d'arrêter tous les jours, c'est pas bien, ben, c'est que c'est pas fait pour toi, ou alors il faut changer quelque chose, quoi. Donc pour moi, réussir en n'étant pas heureux dans ce que tu fais, mais juste pour arriver au bout, ben je te donne une définition en donnant une anti-définition, mais c'est plutôt ça, moi, mon idée, c'est que j'aime ce que je fais, je trouve ça super intéressant tous les jours, je suis très content de me lever et de pouvoir parler avec mes partenaires. C'est un peu ça que je fais dans toute ma vie. Mes relations personnelles, c'est pas parce que j'attends quelque chose de quelqu'un, c'est parce que je vis le moment présent et on fait un bout de chemin ensemble. Et pour moi, c'est ça le succès, c'est d'avoir des gens autour de toi qui croient, soit en toi quand tu fais une boîte, soit qui sont là juste parce qu'ils ont envie de partager des moments avec toi. Pour moi, c'est ça le succès, c'est d'être dans le moment présent. Ouais, être en harmonie avec le moment présent, parce que après le reste c'est un peu de la fantaisie. Il faut des rêves, quoi. Il faut se projeter et il faut y aller. Mais si sur le moment présent tu t'es pas au top, pour moi c'est le contraire du succès. C'est un peu profond. Hein. Non, mais c'est parfait, je rejoins tout à fait ce que tu dis. En plus, j'ai une autre question alternative où je demande souvent aux founders, est-ce qu'ils préfèrent avoir un équilibre de vie ou une harmonie? Et moi, pendant très souvent, tu vois, mes potes me demandaient ouais, Bilal, ton équilibre et tout. Et en fait, je savais pas quoi répondre pendant, je sais pas, peut-être 2 ans à cette question, 2 ans et demi. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de réponse à cette question, c'est pas la bonne question. Je suis en harmonie, je n'ai pas besoin d'être en pseudo-équilibre suivant ta définition de l'équilibre. Ouais, on travaille pas, je pense qu'on travaille plus que la normale, peut-être, et c'est peut-être pour ça que la définition d'équilibre, elle est un peu biaisée. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. L'harmonie, en fait, c'est ce qui te correspond à un moment T, ce que tu as envie de faire, et c'est ça qui fait que tu es bien ou pas, quoi. Clairement. Merci Julien, c'était Merci Bilal. Plus sur toi et sur Tilvest. À bientôt, du coup. Je vous souhaite plein de réussites dans les prochains mois, les prochaines années. Merci. Yes, très vite. Salut. Merci à tout le monde pour avoir écouté le podcast avec Julien de Tilvest. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à cliquer sur le bouton j'aime. et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Cheers. Salut.